L'aube étend ses premiers éclats de lumière sur la basilique de Fourvière. Tout semble calme alors qu'elle s'éveille. Depuis plus de 150 ans, elle est le symbole du lien qui unit Lyon à une forte dimension spirituelle. Cependant, la sérénité qui règne en ces lieux est trompeuse. Lyon est depuis sa fondation en 43 avant Jésus-Christ un véritable carrefour spirituel. Située au centre de ce que l'on appelle le triangle ésotérique qu'elle forme avec Milan et Prague, elle est une ville unique où se côtoient diverses croyances religieuses, ésotériques et occultes. Mais cette coprésence des lieux de culte n'a pas toujours fait de Lyon l'utopie spirituelle que l'on connaît aujourd'hui. Il y a une chose qui est frappante avec la ville de Lyon, c'est que quand on se penche sur son histoire, on s'aperçoit que l'ésotérisme de manière générale, le mysticisme, la sorcellerie, toutes ces choses-là sont présentes à toutes les époques en fait. La colline de Fourvière était à la jonction de 6 tribus gauloises et que déjà avant l'époque romaine c'était un lieu de culte là-haut. Et au-delà de cela, c'est une ville qui a reçu de multiples influences, qui a toujours été une ville de carrefour, de commerce. Et depuis la Renaissance, en fait, on va toujours trouver des affaires et des choses d'intérêt dans ces domaines-là. C'est peut-être ça qui fait que les Lyonnais se sont toujours un peu tournés vers l'au-delà, vers l'impalpable, voilà, pour avoir des victoires en quelque sorte ailleurs que dans notre dure réalité. La sorcellerie, art ancien qui ferait de son utilisateur un invocateur du sort, capable de l'invoquer ou de le modifier à sa guise en faisant appel à des forces surnaturelles. Elle est également un des pans du passé spirituel de la ville. À l'origine, ce qu'on appelle sorcellerie, ce qu'on imagine, les procès de sorcellerie, les sorcières qui brûlent en place publique et tout ça, c'est en fait au XIIe, XIIIe siècle, sur la fin du Moyen-Âge, on a une inquisition qui se met en place et qui va réprimer comme hérétiques des femmes qui sont principalement les détentrices d'un savoir traditionnel sur les plantes, sur les herbes, sur la manière de guérir avec des moyens naturels que les inquisiteurs, l'Église jalousait et qu'elle a par son biais en quelque sorte de compréhension, qu'elle a assimilé, tout ce qui n'était pas directement l'Église catholique était forcément le satanisme, le malin. C'était une clé de lecture qui était évidemment qui était devant les yeux des inquisiteurs forcément. Et donc on a réprimé, on a réprimé, on a chassé cette culture traditionnelle qui était là. Et en quelque sorte, voilà, c'est la sorcellerie au départ, je dirais, c'est une sorte de, c'est un paganisme qui a tourné au vinaigre parce que on l'a mis en fût et puis on l'a complètement refermé, oublié, ostracisé, etc. Il y a une affaire toute particulière dont l'ampleur reste méconnue, mais qui a marqué à jamais la ville. Le procès des sorciers de Lyon. C'est le tout dernier procès, le tout dernier grand procès, et un des tout derniers menés officiellement par des autorités en Europe, quelques décennies avant la Révolution française. L'esprit des Lumières est déjà rentré chez les juges, dans la société, en tous les cas la haute société, et on voit la sorcellerie déjà comme quelque chose comme un phénomène de révolte, comme un phénomène de culture païenne encore, ainsi sans doute. On voit vraiment les choses différemment qu'on ne les voyait pendant la grande chasse aux sorcières. Ce procès se déroule en deux procès en fait bien distincts. Il y a le premier procès à Beaune, où il n'y a que 3 prévenus, et puis ensuite, près d'1 an et demi plus tard,
c'est carrément 29 prévenus qui passent devant la justice et qui, cette fois-ci, les autorités ne peuvent pas nier qu'il y a un scandale majeur parce qu'il y a 3 prêtres qui sont impliqués. Et là, on va procéder de manière très classique finalement. On a une première phase d'interrogatoire des prévenus, une seconde phase de procès à proprement parler, puis ensuite les exécutions publiques qui vont se faire de manière même très publique, puisque ce sera sur la place du gouvernement de Dijon. L'étrangeté dans ce procès est liée aux méthodes d'investigation employées et à leur report dans les registres de l'époque. En réalité, de nombreux doutes planent sur la validité du report de cette affaire. Ce qui m'étonne, de mon point de vue, qui est celui de, non pas d'un historien, mais de quelqu'un qui étudie la presse du XVIIIe siècle, c'est qu'il n'y a aucune trace de ce procès, qui est supposé être le dernier procès en sorcellerie en France au XVIIIe siècle, bien après l'avant-dernier procès qui était au XVIIe siècle. Donc ça devrait être une date très importante, et il y a une sorte de silence dans la presse qui est très étonnant. Alors que la presse officielle n'en parle pas, que la Gazette de France n'en parle pas, on peut le comprendre, c'est assez gênant d'avoir à traiter de questions qui semblent appartenir à un autre âge, mais que la presse hollandaise, qui était protestante, presse francophone hollandaise, qui ne manquait aucune occasion de montrer à quel point la France catholique était soumise au fanatisme, n'en parle pas, que la Gazette d'Amsterdam n'en parle pas dans les années 42, 45, j'ai fouillé rapidement ces années-là, pas de traces, que les nouvelles ecclésiastiques, qui elles non plus ne manquaient pas une occasion de montrer les errements, les dérives et l'arbitraire de la France catholique aux mains des jésuites, que les nouvelles ecclésiastiques n'en parlent pas non plus, c'est très étonnant. Donc c'est plus qu'une censure, c'est une ignorance de cet épisode qui pourtant peut apparaître, je dirais pas capital, mais vraiment très insolite dans le contexte de la France des Lumières. Le procès, effectivement, non seulement implique des Croix-Roussiens, des canuts, de ces tisseurs de soie, mais en plus de ça, il tombe à un moment très particulier. C'est-à-dire que le premier procès dont on a parlé à Beaune, qui est étouffé, il est finalement dans une période assez neutre, 1742, il n'y a rien qui s'est bien passé de particulier, mais en 1744, le climat est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en fait, le 19 juin 1744, il y a un règlement qui est passé qui interdit aux canuts, aux maîtres d'atelier, de négocier la soie eux-mêmes. Ce maître canut, eh bien, à partir du moment où il ne peut pas acheter la soie lui-même et revendre le tissu qu'il a tissé, il est obligé de passer par les négociants de soie, ceux qu'on appelle les soyeux, qui créent de fait un monopole. Et justement, la perte de ce contrôle sur leur outil de travail, sur la soie, va créer une révolte à Lyon. Et notre deuxième procès des sorciers de Lyon, il tombe précisément au moment de cette révolte. Donc, il n'y a pas encore eu d'histoire qui a été faite de ceci. Je pense qu'il y a véritablement une enquête à faire à ce sujet. Ce procès des sorciers de Lyon repose sur une documentation assez lacunaire. D'abord, ce n'est pas, comme vous le savez, le procès à Lyon des sorciers de Lyon. Ce procès a eu lieu à Dijon. Donc il est assez normal de ne rien trouver dans les archives lyonnaises, ce procès ayant été délocalisé, puisque Lyon n'avait pas de cour compétente, n'avait pas de parlement et pas de cour compétente pour juger un tel procès. Mais à Dijon même, la documentation qui est en notre possession, que nous pouvons vérifier, c'est une transcription faite
au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par un certain Henri Beaune, substitut du procureur général à Dijon, qui aurait, conditionnel, transcrit les notes, les minutes du conseiller rapporteur lors du procès de 1742 ou peut-être celui de 1744, j'ai oublié les détails. Il est difficile pour nous de vérifier l'existence des notes de ce rapporteur qui s'appelle Pernet de Grosbois. En effet, d'une part, Henri Beaune a choisi de moderniser la langue de Pernet de Grosbois. Donc, difficile, sur des critères stylistiques, de voir quelle est la vraisemblance du texte de Pernet de Grosbois. D'autre part, un jeune chercheur méritant a essayé d'avoir accès au manuscrit de Pernet de Grosbois dans le château de la famille Grosbois en montagne, où Henri Beaune dit avoir consulté, recopié les notes de Pernet de Grosbois. Ce jeune chercheur s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Il n'a pas pu aller vérifier l'existence de ce texte. Quelle que soit la vérité à laquelle est soumise cette affaire, elle constitue la mémoire d'atrocités faites à une communauté pour avoir eu des valeurs et croyances différentes. On va les passer à la torture du moine de Caen ou à l'estrapade, c'est-à-dire qu'on attache les mains derrière comme ceci à une corde et puis on va projeter le corps pour briser les bras et le dos des prévenus ainsi. Et puis après ça, pour ceux qui sont condamnés à mort, on va les placer sur le bûcher. Alors, les textes de loi étaient très clairs, on doit être brûlé vif, encore vivant. Mais là, par humanité, les juges vont décider de faire étrangler les condamnés avant de les faire brûler. Le regard que porte la société sur les communautés soi-disant liées à l'occulte, ce monde caché en dehors du nôtre, semble avoir de lourdes conséquences sur leur destin et la longévité de leurs croyances. Il y a un courant de pensée très présent à Lyon, que l'opinion publique pense relié au surnaturel, mais dont les fondements tendent vers autre chose que la simple prise de contact avec le monde occulte. Le spiritisme est en effet un autre exemple de groupe marginalisé que l'on retrouve à Lyon. Bien qu'entrer en contact avec les esprits soit une pratique antérieure au mouvement spirit, le terme spiritisme est inventé par Hippolyte Léon Denisard Rivaille, pédagogue français né à Lyon. Hippolyte découvre en 1854 la pratique des tables tournantes, pratique héritée des expérimentations des sœurs Fox, qui dès 1848 deviennent pionnières dans la communication avec l'au-delà. Il se montre dans un premier temps réticent, mais conseillé par son ami écrivain Victorien Sardou, Hippolyte entre dans les cercles des spirites parisiens pour assister avec attention aux expérimentations. Convaincu par ces expériences insolites, il entreprend d'établir les fondements de la doctrine spirit, prenant par la même occasion le nom d'Allan Kardec. De nos jours, il nous reste moins d'une dizaine d'ouvrages de ce dernier, tels que le Livre des Esprits, le Livre des Médiums, ou encore un compte-rendu de ses derniers voyages en France, qu'il intitule « Voyage Spirit en 1862 ». La présence de son esprit se fait ressentir près de Lyon, car on retrouve sur la commune de Bron un institut proche de la pratique des cercles de spirit du XIXe, le Centre Spiritisme Allan Kardec. Le spiritisme dans l'inconscient collectif a une mauvaise image. Les superstitions, la sorcellerie, les tables tournantes. Donc tout ça a fait que
Au fil des siècles, c'est resté hein, dans l'inconscient collectif de notre monde. Là. Il faut dire qu'aussi que quand on ne connaît pas quelque chose, ma foi, on s'y oppose. On a du mal à admettre dans le spiritisme que l'âme survit au corps physique, que la vraie vie c'est dans l'au-delà, que la vraie vie c'est la vie de l'esprit. Donc tout cela a perturbé un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que c'est une révolution en quelque sorte hein, dans la pensée de notre humanité. Là. Donc ma foi, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser que les gens ils puissent réfléchir tranquillement. On a dit longtemps que la Terre était plate, et maintenant on sait qu'elle est ronde. Donc il faut que les idées passent, il faut qu'elles entrent tranquillement dans la conscience de chacun, par les films, par des documentaires comme vous faites aujourd'hui, par des centres spirites, par une éducation également. Et puis petit à petit, tous ceux qui s'y opposent reconnaîtront leur erreur, comme beaucoup l'ont reconnu, beaucoup de scientifiques ont reconnu leurs erreurs. Et puis la science évolue aussi. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera moins demain. Ici, il n'y a pas de table Ouija pouvant relier le monde spirituel et le nôtre, mais bien des personnes dont le don sert de pont, pouvant nous permettre de nous adresser aux défunts, en passant d'une dimension à une autre, grâce à la parole. Loin des préjugés que nous avons, le spiritisme se révèle être une pratique liée à la foi et un travail d'aide spirituelle plutôt que l'incantation aux esprits que la pop culture nous enseigne. Il y a beaucoup de films hein, qui sont soit carrément spirites, il y en a très peu, soit qui essayent d'insuffler à chaque fois, il y a peut-être 5 minutes de spiritisme, on parle de médiumnité, où on parle de réincarnation, où on parle de communication ou d'influence des esprits. Il y a énormément de films hein, qui sont dirigés dans ce sens-là aujourd'hui. C'est une bonne chose parce que ça permet, comme je vous disais, de semer une petite graine et d'ouvrir les gens à une autre pensée. Une pensée plus positive de ce qu'est le spiritisme dans les communications. Beaucoup de personnes souhaitent avoir des nouvelles de personnes décédées. Dans ces films, ma foi, on voit des esprits qui viennent dialoguer, qui viennent incorporer une personne pour un médium, pour transmettre un message. Donc tout cela, finalement, c'est positif et ça ne peut que faire progresser le spiritisme. Ce qui est négatif, bien sûr, ce sont les films d'horreur où on présente des fantômes qui sont hideux, où on voit des gens qui vomissent des crapauds, ou ce genre, ou des exorcismes, où on excite plus l'obsédé que l'on amène de la tranquillité, de la sérénité dans les scènes. Et tout ça, bon, c'est du cinéma, ça fait partie aussi de ce que souhaitent les gens. Mais beaucoup de gens, beaucoup plus de personnes s'intéressent maintenant à ces phénomènes, à ce genre de philosophie, on va dire. Mais c'est une bonne chose, il faut progresser tranquillement et on y arrivera.